The Diary of a CEO, c'est le plus gros podcast business anglophone avec 10,5 millions d'abonnés. Ils reçoivent les invités les plus connus du monde et surtout, ils se sont montés en toute indépendance. C'est autofinancé et ils l'ont monté avec une liberté éditoriale totale. Il y a quelques mois, ils ont reçu une offre de rachat à 100 millions de dollars qu'ils ont refusé et ça prouve bien la valeur immense que va prendre le média dans les années à venir. Aujourd'hui, on va voir le playbook exact qu'ils ont suivi pour créer le podcast business numéro 1 et comment ils comptent bien le dupliquer à d'autres émissions dans d'autres niches pour pouvoir s'en inspirer à notre tour. Il y a beaucoup de podcasts qui vont chercher à se positionner dans une niche. C'est par exemple le cas de Underscore, le podcast qui avait été lancé par Micode dans l'univers de la tech, ou du podcast Corps et Esprit de Flavio et Meryl, qu'on embrasse s'ils regardent cette vidéo, dans l'industrie du sport. Dans le cas de The Diary of a CEO, le podcast de Steven Bartlett, au contraire, ils ne se sont pas mis dans une niche. Eux, ils ont préféré avoir un angle commun entre tous les épisodes qui est globalement les confidences brutes et sincères de leaders qui ont construit et parfois tout perdu. Donc finalement, le fil rouge de leur podcast, il n'est pas tant par les sujets qui sont abordés, mais plutôt par l'angle des épisodes. Par exemple, il y a un épisode avec MrBeast qui parle de ses problématiques de santé mentale. Il y a eu un épisode avec Macklemore qui parlait de ses addictions. Ou encore avec Casey Neistat qui est revenu sur tout son parcours quand il était endetté, etc. Le fait d'avoir un angle, ça permet de ramener de la cohérence entre tous les épisodes du podcast et de s'assurer que quelqu'un qui regarde un épisode peut aussi être intéressé par les prochains. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste et j'aide des entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube. Et ce que je constate parfois chez des clients ou des prospects qui ont un podcast, c'est que quand le podcast a du mal à fonctionner, c'est souvent que les sujets pris sont trop hétéroclites et qu'il n'y a pas de fil rouge entre tous les épisodes, ce qui fait qu'on va avoir des épisodes qui surperforment et d'autres qui bident totalement parce que quelqu'un qui a vu un épisode n'est par essence pas forcément intéressé par le prochain. Et quand on regarde bien, ça c'est le point commun entre tous les podcasts qui marchent super bien sur YouTube. Par exemple, le fil rouge de l'émission Underscore de Micode, c'est on va traiter de sujets tech et les traiter en profondeur. Donc qu'on parle de processeurs, d'IA ou de cybersécurité, on va toujours avoir le même angle pour traiter les sujets. Sur Légende de Guillaume Play, le fil rouge, c'est raconter l'histoire de personnes atypiques. Sur le podcast Sans permission, qui est animé par Oussama Hamar, Antoine Blanco et Yomi Denzel, ils vont recevoir des gens qui ont construit un petit peu avec la mentalité de pirate, sans demander la permission. Dans Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, ils nous partagent les vraies histoires derrière les grandes réussites entrepreneuriales. Et dans le cas de The Diary of a CEO, ils ont une règle simple pour s'assurer que leurs épisodes rentrent bien dans leur ligne édito. Voilà ce qu'en dit la responsable du podcast. We want people to finish watching an episode, listening, leaving having gained something. Yeah. That's our mission. And you know, we get the most unbelievably motivating kind of letters and emails and DMs of people who say, you know, this episode changed my life. Donc ok, on va avoir besoin d'un fil rouge entre nos épisodes. Mais assez vite, on va se retrouver confronté à un sujet de découvrabilité. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire découvrir notre podcast à des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas? Au début, Steven Bartlett, il avait commencé un peu tout seul dans son coin. Il parlait de lui. Le truc, c'est que pour attirer une audience nouvelle, parler uniquement de soi quand on n'est pas encore connu, ça peut être un petit peu limitant. Donc il y a un enjeu à aussi introduire des contenus qui sont là pour faire de la croissance sur la chaîne. Steven, il l'a fait en activant le levier des invités. My second piece of advice is also a tip about how to grow a podcast and how I grew this podcast. When this podcast started, it was me alone in my bedroom. And I loved that. I'm so happy that's where this podcast started. It was great. But me talking about myself to my existing audience was never going to grow this podcast significantly in an organic way. In order to grow this podcast, I had to find a way to reach new audiences and to pull them in. So I opened up this podcast to other entrepreneurs, to successful people, to the guests you've seen, to come here and share their diary in the way that I did when I started this podcast. Et il y a un double bénéfice à inviter des gens sur son podcast. When I did it on my own, I would honestly spend 7 or 8 hours planning and writing each episode. I had to do bullet points and figure out how I'd move from one bullet point to the next. And then if I wasn't happy, I'd re-record the bullet point to try and nail it. It took a lot of time. Having a guest means I could just walk in, sit down, ask them the things I'm interested in, and have a great conversation, which now takes me just 2 hours to record. And as I said, I find it
significantly more enjoyable because I get to learn from this incredibly diverse range of incredible, inspiring people from all walks of life. Et on pourrait se dire, ok, mais du coup, de la croissance du podcast repose uniquement sur le fait d'avoir des invités plus connus que soi. Alors comment on fait si on n'a pas encore de réseau ? En fait, la réalité, c'est que ça marche pas vraiment comme ça. The Diary of a CEO a aussi des épisodes qui font des millions de vues alors que l'invité est un illustre inconnu qui n'a même pas de réseaux sociaux. We do have CEOs. We had CEO of Spotify on today, but we also have health experts who have, no social profile. Et ça, ils le font en travaillant soigneusement le packaging de leurs épisodes, c'est-à-dire l'angle de l'épisode, le titre et la miniature. Et ça va être toujours un petit peu la même formule. Si on prend par exemple cet épisode, Muscle Expert, You Need to Know This About Creatine. Ici, ce qui va rendre l'épisode cliquable, c'est non pas le nom de l'invité qui est peut-être pas très connu, mais ça va être son étiquette sociale et une punchline contre-intuitive sur son sujet. C'est exactement la même chose ici. The Savings Expert, The Truth About America Collapsing. Cost of Living is about to skyrocket. Ici aussi, l'invité est présenté sous son étiquette sociale, The Saving Expert, et sur la miniature, on a tout de suite une punchline qui ouvre la curiosité. Le coût de la vie s'apprête à exploser. Et ça, c'est un truc qui marche très bien et qu'on peut répliquer quelle que soit la niche. C'est d'ailleurs exactement ce qu'avaient fait Flavio et Meryl, dont on parlait tout à l'heure, dans un épisode de podcast qu'ils ont fait sur le sommeil. Ce professeur de sommeil t'explique comment bien dormir. Ils ont fait 200 000 vues dans la niche santé avec un invité qui n'est pas connu. Une fois qu'ils ont trouvé un bon levier de découvrabilité, c'est poser la question du setup technique pour faire le podcast. Et la réalité, c'est que Steven Bartlett a commencé de manière extrêmement rudimentaire. I started doing this podcast 3 or 4 years ago with a £90 microphone that I bought in Apple that I plugged into my laptop. I put a duvet over my head, 3 a.m. in the morning, and I went downstairs into the quietest part of my house. There was no script, no plan, no team. I edited it myself. I engineered the audio myself, recorded it myself on my own, and I sat there and just spoke into a microphone about my life. En revanche, quand il a pris la décision d'y aller fort sur son média, là, ils sont tout de suite passés à la vitesse supérieure très rapidement. Jack Sylvester, who I produced this podcast with, made a shopping list of all the equipment we would need to make a high quality production, and the total for all that equipment came to roughly £4,000. I saw that list and I said to Jack, I want you to really go for it. I want to produce one of the best podcasts in the world. Come back to me with another list that is even more ambitious. A few days later, Jack came back to me with an equipment list that cost £40,000. Et en fait, on s'en doute pas, mais le choix du décor lui-même, il est loin d'être anodin. We are here at Flight Story, and these are some of our studio sets. The next step for us is turning all of these spaces into digital screens. So the show behind me is Paul Brunson's show, and the show over there is Davina McCall's show. We've got another show behind you. The Diary of a CEO is in another building, but we're building out all of these sort of thematic sets that elevate the conversation. And we think a lot about a lot of the details. So we had about 2 months of debate just about the chair, because the chair has to represent the conversation. So on my show, which is kind of like having a difficult conversation with your parents about something, the aesthetic we've chosen is a bit gothic, a bit cold. It's silver, it's steel, and the chairs are like kitchen table chairs. They're like very upright, not that comfortable. But that is like having a conversation with your best friend over a coffee at home. Créer une ambiance pour des shows de cette envergure, c'est un vrai sujet parce que dans le podcast, il y a le texte, le message qu'on dit, mais il y a aussi le sous-texte, le message qui est renvoyé, ne serait-ce que par l'image du show. Et justement, ça va être le fonds de commerce de Steven Bartlett et de ses équipes dans les années à venir, puisqu'avec sa boîte Flight Story, ils ont pour ambition de créer différents shows leaders dans plein d'industries. We currently have the Diary of a CEO studio like this. It will eventually just be digital screens. The outdoor area is going to look a little bit like this. Et en fait, cette qualité qui est renvoyée par le show, c'est ce qu'on pourrait appeler sa réputation, autrement dit sa brand, c'est ce qu'on appelle le branding. Et la brand, elle passe pas que par l'identité visuelle, elle passe aussi par les choix éditoriaux. It's really important in all aspects of your professional life to find the right balance of having consistency
and quality at the same time. Et parfois, pour avoir une image premium, ça implique aussi de prendre des décisions difficiles. On multiple occasions, I've invited a guest to this podcast, recorded a full episode with them, and then I've deleted the episode and never published the episode because I didn't think it was a valuable enough conversation to share with you guys as my audience. Une réputation, ça se définit par ce qu'on fait, mais aussi par ce qu'on ne fait pas. It's definitely meant that we've set a higher bar for ourselves as a team because we know that it's possible that episodes can get deleted if they're bad. Par exemple, si je veux avoir la réputation d'être quelqu'un de sain, bah ok, je peux la créer en montrant que je vais faire beaucoup de sport, mais je la crée surtout en montrant que je vais pas mettre des énormes cuites, pas prendre de drogue, etc. C'est un peu pareil pour un média, c'est qu'est-ce qu'on publie et qu'est-ce qu'on ne publie pas. Les bases du podcast étant posées, il est temps de plonger dans les coulisses de la machinerie de création de contenu qui se cache derrière The Diary of a CEO. Tout le podcast est pensé dès le tournage. Pendant le tournage, Steven Bartlett a sous la table un bouton sur lequel il peut appuyer pour annoter les passages qui sont intéressants lorsque l'invité s'exprime, qui vont servir à clarifier l'arc narratif de l'épisode et à faire le montage. For anybody that doesn't know, this iPad in front of me records everything the guest is saying in real time, and you can see all these highlights here. So all of these highlights are things that I thought were interesting, and while the guest was speaking, I clicked the trackpad under the table while looking at them. They can't see me clicking it. And it saves my notes, which means that afterwards, instead of having to write notes while they're speaking, I can sit down with the team and share the things that I thought were interesting. Et chaque épisode du podcast respecte la même formule. Il va systématiquement commencer par un trailer de 90 secondes qui tease le reste de l'interview, qui a la qualité d'une bande-annonce de cinéma. Voilà à quoi ça ressemble. Some of the things that go through my head scare me. The will.i.am brain scan moment, right? What's it like to be in your head? I'm always thinking, analyzing everything. Get it, go, make it. That's not good. That's not healthy. Michael Moore and Michael Jackson. That was Yeah. Where does the desire to be on stage come from? Michael Jackson. Pour chaque trailer, leur but, en fait, c'est de reconstituer une bonne trame narrative qui va donner envie de voir l'intégralité de l'épisode. Et ça se reconstruit de toutes pièces en reprenant des passages de l'interview, en les remettant dans l'ordre qu'on veut pour recréer l'histoire. Story is king, and just how vital telling a story can be. Start with our hook, which is on our checklist here, and that's usually because we've got about 3 seconds to grab the audience's attention on social media. So you'll have high energy, slightly low energy, and you'll slowly build up to high energy again, and then sometimes you might drop all the way down. And so this graph will change with every trailer, every presentation, every story that you tell. But essentially what you never want is this straight line. D'ailleurs, dans l'équipe, il y a 2 monteurs qui sont à plein temps juste pour monter les trailers des épisodes. C'est pour vous dire à quel point rien n'est laissé au hasard chez eux. 2 full-time people on the trailers. Yeah. You can't replicate it. Et pour devenir excellent là-dessus, ils ont appliqué une logique d'amélioration continue. So I've done maybe around about 200 of these trailers now. How do we adapt the trailers and add that extra little bit of 1% to keep an audience engaged and to keep the ideas fresh, to give them a viewing experience that they feel like they've not had before? Le truc, c'est que souvent, les meilleurs passages, ils proviennent des moments off-caméra. Et moi, pour avoir interviewé des centaines de personnes au cours des dernières années, ce dont je me suis aperçu, c'est que dès qu'on lançait la caméra, on perdait un peu en spontanéité et que souvent, les gens que j'interviewais étaient bien meilleurs quand ils savaient pas que la caméra filmait. Also started to do is create a short form first strategy, which is challenging when you're working with a long form piece. But what we're always looking for is kind of the before the podcast starts and after the podcast starts, those moments, those behind the scenes moments, those intimate moments that no one gets to see where you're off camera or it's happening kind of out of the podcast environment, perform unbelievably well. Et donc le parti qu'ils ont pris dans l'équipe de Steven, c'est de privilégier justement ces moments un peu off caméra et donc d'avoir des épisodes peut-être un peu plus courts, mais par contre d'avoir plus de matière qu'ils peuvent réutiliser, que ce soit dans les teasers ou pour faire des shorts. We have a green room, someone's listening live, speed up the process because then they can highlight the moments that we've come to learn perform best on our different channels. So we know that health, whether it's mental and physical, relationships, performs really well on Instagram. We know anything to do with work-life balance or careers or entrepreneurship bangs on LinkedIn. Chez The Diary of a CEO, ils mettent beaucoup d'importance sur le format court. Et le format court, c'est un format à part entière. Chez eux, il n'a même pas vocation à renvoyer vers l'épisode long de podcast. Non, c'est un contenu à part entière qui fait de la notoriété pour le média.
Et donc pour créer des bons contenus courts, leur enjeu c'est de reconstituer des trames narratives. And sometimes we work with freelancers if we, there's a volume of them as well. And they will work religiously to make sure that those clips have the perfect story arc, the best hook possible, which might not be the start of the clip. You might be dragging the middle to the start. Et surtout, ils jouent pas un jeu de volume, comme on pourrait le croire aujourd'hui avec toutes les IA qui produisent des shorts en masse. Ils sont vraiment sur un jeu de qualité pour maintenir leur standard. And then to come back to your story arc, has it got a beginning, middle and end? Is it serving a point? Do you finish the clip going, cool, I learned something, or that was interesting, or that felt complete? People's content at the moment, they will see the podcast, slice it up, maybe using the kind of some of these AI tools, which I don't think are producing the best clips yet. Et donc pour maintenir ce standard de qualité, ça implique de parfois s'asseoir sur un petit peu de quantité. S'ils arrivent à faire plusieurs millions de vues sur chacun de leurs épisodes, c'est loin d'être un hasard. Ils ont une machinerie de testing pour s'assurer que chaque chose qu'ils publient est optimisée. Every episode, there's like 20 thumbnails being tested. 100. 100 thumbnails being tested. En fait, ils vont pousser les miniatures des épisodes avec un peu de budget pub avant la publication de l'épisode pour voir ceux qui ont les meilleurs taux de clics. We produce 20 or 30, the producers produce 20 or 30 titles. We then have a spreadsheet of 4 pieces of criteria that every single one has to tick in order to pass into the testing process. Et globalement, ils itèrent à fond sur chaque détail. From the subtitle style, are we doing dynamic subs? Are we doing colorful subs? Are we moving the hook from the middle to the start because actually that's more engaging? Are we trying 10-minute clips? Are we trying 10-second clips? We're just constantly trying new things because it's the only way we can learn what the sticking points are right now. Ça, c'est un truc qui est ancré dans leur culture de boîte et qui est sans doute une excellente pratique pour faire fonctionner du média. This is the Experimenter of the Week trophy. This trophy every week goes to the person that has failed the most, conducted the most experiments, tried the most things. I've never won it. Et enfin, ils vont aussi utiliser la publicité pour pousser le trailer des épisodes sur Meta ou TikTok et donc générer de la hype sur la sortie de chaque épisode. At the moment, we're only running paid on Meta Yeah. and TikTok. Yeah, we haven't delved into like anything really Google or YouTube yet. Parfois, la pub leur permet aussi de sauver un épisode qui a un démarrage difficile. Black Coffee is a South African DJ. His episode was kind of going like this. It was fine. It wasn't performing best. It was maybe like mid-average. We pumped paid spend behind pushing it to a South African audience. Hockey sticks. Donc ça peut être une très bonne pratique de se conserver un budget R&D, publicité, quand on développe du média. So much you can do on a low budget. There's so much if you're willing to think outside the box. En résumé, leur content machine, elle est extrêmement rodée. One of our mez floors, again, brand new. We've got, I don't know, maybe 70 people up here, different teams, but this is where a lot of the editors sit for our shows. Editing clips, editing the long form episodes, editing across all social platforms as well. On pourrait se dire c'est juste un podcast, mais en réalité, ils ont des dizaines de personnes qui travaillent sur le projet en arrière-plan. Et si vous aussi, vous avez l'ambition de lancer un média, peut-être que ça vous fait un peu peur tout ça. Heureusement, rappelons-nous qu'ils n'ont pas commencé comme ça dès le jour 1. The Diary of a CEO are getting 10 clips out a day across all their channels. How can we possibly compete? And remember, we've got resource. Remember, it didn't start that way. We started with 1 clip a day and then we built up sustainably with the resource we had available. So, the comparison game can be very damaging and detrimental. Au début, tout était plus simple. Ce qui a vraiment marqué un shift entre les débuts du podcast et la croissance exponentielle qu'ils ont connue, c'est le moment où ils ont commencé à poster avec régularité. But for the first 3 years, I was never, ever consistent with my podcast. When I started, 1 month I might release an episode, and then there might be a gap of like 2 months or 3 months or a couple of weeks. Then I'd pop up with another episode, and then there'd be a huge gap again, and so on and so on and so on. And whenever I was consistent and managed to publish predictably every Monday for several weeks in a row, the podcast audience would grow and grow and grow. Derrière cette notion de régularité, déjà, il y a la notion d'engagement. Est-ce que le podcast est une priorité pour le créateur? Et il y a aussi la notion de rendez-vous. We publish every Monday morning at 7 a.m. because I know roughly 50% of podcast listeners listen in transit, which means on their way to work, on a flight, on a train, on a walk, or even like on a running machine at the gym. Par exemple, dans le monde du divertissement, l'année où McFly et Carlito ont vraiment percé, c'est l'année où ils ont commencé à publier une vidéo chaque dimanche à 10h. Et en fait, ça avait la vertu de créer une habitude de consommation. C'est un peu comme quand j'allais regarder Koh-Lanta tous les vendredis soirs avec mes frères quand j'étais petit. Et enfin, pour tenir sur la durée, il y a un vrai enjeu aussi de monétisation. Le business model du podcast,
De premier abord, il n'a pas l'air d'être si simple que ça. At the end of the day, I just sit here and talk. I get to have interesting conversations with people I genuinely find interesting. So I think people typically assume that having a podcast is just a labor of love. Now that is true. I don't do this for the money. I'm fortunate enough to have made a lot of money from the first company that I founded. I do this because I love it. Of all the things, of all the revenue streams I have in my life, podcasting is my lowest financial return on the amount of time it takes me. However, this podcast will make millions this year. Le truc, c'est que Steven, il avait l'ambition de créer quelque chose de grand, donc il fallait absolument qu'il parvienne à monétiser, sinon ça ne serait pas viable. But because I wanted to do it big, I knew I needed to find a way to make money from this podcast. Mais les modèles existants de monétisation de podcast avec un intermédiaire qui va gérer la relation avec les annonceurs, prendre un pourcentage, etc., c'est pas un truc qui était très convaincant pour lui. People had historically told me that there is no money in podcasting. They'd shown me the depressing numbers that you'll see if you Google the term, how much money can you make from a podcast? Could make $25 to $50 per 1,000 downloads, which meant if you got 100,000 downloads per episode, I'd make $2,500 to $5,000, somewhere in that range. Obviously, this wasn't going to cut it. Et lui, la stratégie qu'il a décidé d'adopter, c'est d'aller lever lui-même l'argent auprès de sponsors en direct. I made a list of 5 companies that I genuinely use every single day and have done for years. Companies that have helped me in various aspects of my life and or companies that I really loved in terms of their mission and values. I made a nice little presentation deck, which was just 2.5 slides long, showing my audience, the growth, and I got hold of the email address of the CEOs of those 5 companies. I sent them all an email explaining exactly why they should sponsor this podcast, my ambitious plans for the future. I told them that I was a customer of their brand, proved I was a customer, and I told those companies that I would make this podcast the #1 business podcast in Europe if they backed me. Et ça, c'est son unfair advantage d'entrepreneur. Souvent, les créateurs qui vont faire des podcasts, ils n'ont pas forcément tous les outils pour aller négocier des deals, etc., comme peut le faire un Steven Bartlett par exemple. Et du coup, le fait de verrouiller ses sponsors, c'est ça qui lui a permis à un moment donné, en fait, de maîtriser ses coûts et d'avoir de la visibilité et de se projeter à plus 12 mois. Further ahead into forecast and to hire, and I genuinely have such a amazing, relaxed, trust-based relationship with all of them, which means I have that freedom to speak about my relationship with their brand in my own way, in my own words. And that, as I said, is incredibly important to me. It also means that this podcast has never felt like a job. No one hands me a script and tells me what to say. I do it in my way. And that's integral. The psychology proves that's integral to enjoying something. En 2021, il a fait plus d'1 million de dollars avec son podcast. This year, this podcast will generate over $1.2 million, which is just over $100,000 a month. Et maintenant, vu l'audience du podcast, ça doit être beaucoup plus. Au point qu'il a même refusé des gros deals que lui proposaient des marques pour garder son indépendance. Sponsoring, affiliation, partenariat, il y a plein de manières de monétiser un podcast. Le média, c'est l'avenir. Alors petit disclaimer, un gros média de masse comme ça, c'est pas forcément le meilleur plan si vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une audience de niche. Il y a aussi d'autres stratégies qui permettent de développer des petites audiences extrêmement ciblées et à très forte valeur, un peu dans l'état d'esprit « vivons heureux, vivons cachés ». Et justement, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer une petite audience de clients, on vous a préparé un cours complet d'1 heure qui explique pas à pas la stratégie à mettre en place. Le lien sera en description, vous pouvez la regarder juste après. The Diary of a CEO est devenu le podcast business numéro 1 et ce n'est pas un hasard. Commençons par définir notre positionnement. Quel est notre concept et quel est notre message? Dans un monde saturé de contenu, ceux qui gagnent sont ceux qui créent avec intention. Alors faisons-nous découvrir en allant là où se trouve déjà l'attention. Et ce n'est pas forcément la notoriété de nos invités qui compte, mais plutôt la manière dont on raconte leurs histoires. N'oublions pas qu'on construit autant notre marque parce qu'on publie que parce qu'on refuse de publier. Commençons par séduire en 90 secondes dans nos émissions et montrons-nous dignes de l'attention qui nous aura accordée dans les 90 minutes qui suivront. Anticipons le montage pendant l'enregistrement, soyons réguliers et créons l'habitude. Ayons l'obsession du détail, mais n'oublions pas pour autant que The Diary of a CEO n'a pas commencé avec 60 employés, 100 miniatures testées et un set à 55 000 $ dès le premier jour. Ça a commencé avec un micro à 100 €. À l'heure où notre attention est en chute libre, où TikTok nous rend un peu plus débiles chaque jour,
et où le niveau intellectuel semble être en déclin, nous avons le pouvoir de faire mieux, le pouvoir de partager du savoir, le pouvoir de diffuser les idées qui nous tiennent à cœur. Dans un monde bruyant, le média devient notre voix, notre levier, notre empire. Et ceux qui maîtrisent le contenu aujourd'hui influenceront les idées de demain. Et justement, voilà quelqu'un qui a excellé sur ce chemin.